Eh bien, c'est parti, je pense qu'on peut débuter le webinaire. On va accueillir au fur et à mesure les autres invités. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue. Bonjour à tous, je m'appelle Ali Montayeb, je suis référent responsable des programmes et de l'école de guerre économique au niveau de son campus à Rabat aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Younes Flahi, pour animer ce webinaire ô combien important concernant les risques de cybersécurité pour les entreprises. Monsieur Bonjour à Flahi, tous. qui est expert international certifié en cybersécurité, expert en cyberdéfense et sécurité de l'information, qui a de nombreuses certifications sur le domaine de la cybersécurité, et aussi par ailleurs responsable de sécurité des systèmes d'information d'un grand groupe ici au Maroc. Donc, merci, Monsieur Flahi, d'avoir accepté notre invitation pour animer votre exposé sur ce sujet ô combien important, notamment dans notre contexte national et régional, par rapport aux différents risques cyber qui peuvent toucher aujourd'hui les différentes entreprises. Je vais aussi en profiter tout d'abord, avant de vous donner la parole, par vous exposer un bref aperçu du programme aussi que nous lançons au sein de l'école de guerre économique et qui concerne la dimension cybersécurité au niveau du management de l'information. Donc, avant de vous donner la parole, si Younes, je vais juste partager avec vous une présentation très rapide du sujet. Hop. Et puis, voilà. Voilà, je pense que vous voyez tous ma présentation, les quelques slides. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas l'école de guerre économique, c'est une institution qui a été créée un peu plus de 25 ans, il y a 25 ans à Paris, par Christian Arbulot, sur un fond justement d'enjeux liés à la complexité née de la mondialisation sur les éléments relatifs à la guerre économique, avec une grille de lecture assez nouvelle qui expose un peu les rapports de force qui existent aujourd'hui, non pas par rapport aux aspects classiques qui peuvent exister directement entre pays et institutions, mais toute la complexité qui réside entre différents acteurs, que ce soit dans le monde public, celui de l'entreprise, mais aussi de la société civile, concernant ces rapports de force dans le milieu économique, et notamment avec le développement de la pratique de l'intelligence économique et toute sa dimension stratégique au service notamment de l'entreprise, que ce soit au niveau de la culture du renseignement et la culture de la recherche de l'information, comment l'information permet de développer un avantage stratégique pour les cadres, pour les entreprises ou pour les différentes structures publiques ou de la société civile, mais aussi comment on peut puiser dans celle-ci, l'analyser, manager la connaissance pour atteindre ces objectifs stratégiques, avec notamment par ailleurs une forte dimension de sécurité de l'information qui s'est développée au fur et à mesure, car on le remarque, il ne suffit pas effectivement de collecter ou d'avoir une longueur d'avance, il s'agit aussi de protéger son patrimoine et sa sécurité d'information au niveau de sa structure. Donc, c'est toute cette dimension qui a été pendant des années enseigné au sein de cette institution avec un fort accent qui a été pointé sur l'aspect management de la connaissance et production de la connaissance au sein de GE. Connaissance qui est produite à travers différents canaux et supports, mais que vous pouvez consulter aussi aujourd'hui sur le site de l'OGE et notamment sa partie Infoguerre qui traite de différentes études de cas traitées par les étudiants sur la question de la guerre de l'information et des différents rapports de force. Et donc, cette dimension classique de la stratégie de l'intelligence économique qui a fait de l'école une référence dans ce domaine-là pendant des années sur les questions d'analyse, de protection de l'information, de la veille, de l'influence, avec tous les métiers qui ont pu être développés par ailleurs, ça va du lobbying à la protection de la propriété intellectuelle, à la gestion de crise, du conseil en intelligence économique, en cybersécurité ou la lutte contre le blanchiment.
tous ces aspects-là ont été développés au sein de ces structures, qui a été lancée aussi au Maroc il y a 2 ans maintenant, avec le lancement d'un master, d'un executive MBA en management stratégique et intelligence économique à destination des cadres qui souhaitent ajouter plusieurs cordes à leur arc ou justement orienter leur projet professionnel en ajoutant cette dimension qui est de plus en plus importante, comme on la voit par rapport à l'actualité aujourd'hui, par rapport aux questionnements sur les accords de libre-échange, sur la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, comprendre un petit peu actuellement d'où vient, par exemple, la pénurie actuelle, les questions énergétiques, la dimension de la guerre de l'information auxquelles font face les entreprises, notamment sur certains domaines ou avec certains acteurs non étatiques comme les ONG. Tous ces aspects-là sont développés et sont enseignés au sein de l'école. Et puis, au fur et à mesure, surtout ces dernières années, la dimension de sécurité de l'information, de cybersécurité, a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur, car les différents incidents commençaient à être, on va dire, de plus en plus spectaculaires et l'impact de plus en plus grand. Pour les entreprises, comme on le verra aujourd'hui avec le webinaire de Siones, mais aussi pour les individus ou pour les États. Et donc, la dimension cyber ou la cyberstratégie aujourd'hui est une dimension essentielle, est devenue même au cœur de la diplomatie internationale, comme on l'a vu récemment entre différentes rencontres entre le président américain et le président russe, au niveau de la question de l'espionnage, du contre-espionnage, de l'espionnage économique, ou tout simplement dans la lutte contre la cybercriminalité qui fait de plus en plus de ravages, et comment protéger les entreprises à partir de ce moment-là. Donc, cette dimension cyber qui s'est développée de plus en plus avec des métiers de plus en plus comme vous pouvez le voir au niveau de cette cartographie qui a été réalisée par le club cyber de l'école de guerre économique sur le site. Il y a aujourd'hui toute une chaîne de valeur qui a été développée sur cet aspect spécifique de la protection de l'information dans lequel s'est inscrit l'école de guerre économique avec ses propres grilles de lecture, comme on le verra au sein du programme, qui vont traiter non seulement des aspects techniques opérationnels, comme on va le voir, qui sont très importants, mais aussi, et c'est tout l'aspect de ce programme, les dimensions stratégiques et avec la dimension notamment de cyberguerre, qui est, ma foi, très importante et présente aujourd'hui, et qui va, en tout cas, impacter sur le moment présent, dans le futur, nos entreprises africaines ou les entreprises marocaines, tout comme les différents États. Donc, l'idée vraiment de ce programme, aujourd'hui, avec le lancement de cet Executive MBA MACIB, Management de la cybersécurité et de la gouvernance des systèmes d'information, c'est de pouvoir donner des clés, des grilles de lecture, non pas techniques, mais vraiment sur un aspect managérial et stratégique pour les différents décideurs africains, afin d'appréhender toutes les dimensions possibles de la question de la cybersécurité avec un angle bien spécifique en rapport avec le management de l'information et la gestion des risques. Donc, c'est un master, un executive MBA qui vient d'être lancé. C'est un executive MBA qui est animé par plusieurs experts sélectionnés directement, qui ont directement un pied, ou plutôt les 2 pieds directement dans le domaine, avec leur propre retour d'expérience, leur partage de connaissances et d'expériences avec les professionnels de ce secteur-là. Donc, qui est animé tant par des intervenants de l'école de guerre économique qui sont basés à Paris, qui vont se déplacer sur le campus pour l'animer, ou aussi nos experts marocains ou ouest-africains sur la question avec, bien entendu, justement pour intégrer cette dimension spécifique avec nos problématiques régionales propres par rapport à la question technique de la cybersécurité. Donc, il y a différentes thématiques qui sont appréhendées avec une forte coloration, une forte couleur liée à la cybersécurité, que ce soit sur l'aspect de la protection des données personnelles, le métier des responsables sécurité système d'information, la résilience, gestion de crise, réseau cloud, ou sur un aspect un peu plus avec des clés sur d'autres aspects liés à la question de la sûreté, de la gestion des risques,
pour avoir une approche vraiment complète dans ce domaine-là. Donc, on va voir aussi la question de la géopolitique de la cybersécurité, l'appréhension des menaces, comment on fait des due diligence ou de la recherche d'informations sources ouvertes avec des outils techniques, comment on cartographie des risques, où on opère justement des plans de continuité d'activité, de reprise d'activité et des connaissances des différentes normes et du droit au sein du cyberespace. Donc, très rapidement, je vous déroule un peu le contenu du programme, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter l'école pour avoir plus d'informations. Mais ça concerne tant la partie fondamentaux de la cybersécurité par rapport aux menaces, par rapport aux grands principes au niveau du réseau, par rapport aux pratiques des attaquants, qu'à celui de la protection des données personnelles et sur les process de management des données personnelles en entreprise. Enfin, la question de la gouvernance, gestion des risques et conformité, avec tous les aspects, les dimensions qui s'en suivent. La gestion d'incidents cyber avec la gestion de crise, comment on manage un Security Operational Center ou un CERT, un Computer Emergency Response Team, opère de l'analyse, comment on manage des équipes qui font de l'analyse forensique. Et comme je vous l'ai dit, cette approche de sûreté internationale, de management de la cyberguerre, comment la cybersécurité s'opère aujourd'hui par les États avec sa dimension géopolitique, et aussi de la culture d'intelligence économique qui fait un peu la marque de l'école par rapport à toute sa dimension, par rapport à son importance en entreprise et par rapport à cette culture de renseignement. Tout ça, bien sûr, accompagné d'exercices, de notes de synthèse, de présentations et d'exercices finaux avec un cas pratique tel qu'il peut exister aujourd'hui au sein des entreprises à destination des décideurs. Donc, j'ai fait, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez d'autres questions par rapport à ce programme de manière spécifique. Mais je vous propose déjà d'avoir un aperçu très édifiant avec Monsieur Flahy, qui va vous présenter aujourd'hui, qui va dérouler son exposé sur justement l'appréhension des risques cyber en entreprise. Je vais donner la parole à Monsieur Flahy. Si vous avez des questions à la fin, n'hésitez surtout pas. On va attendre que Younes termine son exposé, puis on prendra des questions, on pourra échanger tous ensemble à la fin sur ces problématiques-là. Excellente séance. Younes, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Ali. Bonjour à tous, encore une fois. C'est une excellente introduction. Je te félicite, Ali, parce qu'effectivement, les enjeux de cybersécurité aujourd'hui, c'est une réalité. Le risque, c'est toujours un impact et une probabilité. Et donc là, la probabilité, on y est, en fait, un niveau de probabilité d'année en année, en fait, il s'accentue et du coup, le risque cyber est un enjeu stratégique pour les organisations. Je vais partager mon écran. Alors, vous me dites si vous voyez mon écran. De mon côté, oui, c'est parfait. Très, très bien. Donc, effectivement, tout d'abord, moi, je remercie énormément l'École de guerre économique pour cette invitation. Et au-delà d'avoir effectivement ramené cette dimension à la cybersécurité qui est l'intelligence économique stratégique, avoir des approches un petit peu différentes de ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans les parcours, on va dire, traditionnels, où ça va être axé principalement sur les fondamentaux, confidentialité, intégrité, disponibilité. Je parle en connaissance de cause, puisque moi-même, je suis issu d'une formation en cyberdéfense et sécurité de l'information. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette question qui est finalement
le paradigme ou le prisme cyberguerre, intelligence de la menace, due diligence, avoir cette démarche un petit peu proactive, c'est ce qui manque un petit peu aujourd'hui dans les formations. Et c'est ça en fait, quand c'est Ali m'a approché pour ce webinaire, effectivement, appréhender les risques. Je me suis posé la question en disant, est-ce que finalement, est-ce que je vais leur parler d'un cadre de gestion des risques, hein, comme IBIOS, comme MEARI 27005, voire même un standard, un framework de sécurité, le NIST ou l'ISO 27001. Et finalement, je pense que j'ai choisi de faire autre chose. C'est réellement amener un regard aujourd'hui critique, un regard sur lequel on va tous poser des questions, enfin, je l'espère en tout cas. J'ai construit en fait la présentation sur ce prisme-là, où on se pose un certain ensemble de questions pour pointer du doigt un certain ensemble de... déjà, qu'on pointe du doigt l'importance de la cyber, et puis par la suite, en fait, partir sur des raisonnements pour soulever, pointer les challenges en cybersécurité et sur quoi aujourd'hui on doit mettre le focus. Donc, c'est ça, en fait, la présentation ou en tout cas les promesses que je vous fais aujourd'hui. Brièvement, donc, alors, comment on fait pour cacher ce truc? Vous voyez la présentation en totalité? C'est Ali? Oui. Ok, super. Oui. Donc, comme l'a dit Ali, donc Younes Filahi, j'ai un certain ensemble d'expériences, quelques années d'expérience en cybersécurité, une douzaine d'années. J'occupe depuis ces dernières années des postes comme RSSI DPO chez des clients finaux, mais auparavant j'ai un passif de consultant dans des cabinets de conseil en France particulièrement, mais en Europe de façon générale. Donc voilà, je suis ravi d'être parmi vous pour vous parler de la cybersécurité avec un œil un peu concerné. On va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai juste envie de poser un cadre à cet échange aujourd'hui. Effectivement, les cyber-risques, de quoi on parle réellement. Donc ça, c'est un rapport du World Economic Forum. Et bien, ma foi, qui place en termes de vraisemblance, donc c'est la probabilité, hein, ce que je vous ai dit en introduction, les risques fraude au vol de données et cyberattaques en 4e et 5e position. Donc ça, c'est sur l'ensemble des risques qu'on peut avoir, hein. C'est mélangé avec les catastrophes naturelles, les pandémies, les crises de l'eau, etc. Et la perte de biodiversité. Et Dieu sait combien on en parle aujourd'hui. Eh bien, la cyberattaque et la fraude, vol de données, c'est un risque qui est beaucoup plus élevé en termes de probabilité d'occurrence. En termes d'impact, sur les top 10 de risques en termes d'impact, on va les trouver, les cyberattaques et les pannes d'infrastructures de façon générale, hein, les infrastructures critiques en 7e et 8e position. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui ne peuvent pas se relever d'une cyberattaque. Voilà. C'est à ce point-là, aujourd'hui, on parle de cybersécurité, c'est plus un fantasme ou quelque chose qu'on craint et qu'on se dit que ça arrive qu'aux autres. Non, c'est quelque chose réellement qu'il faut considérer dans toute stratégie, dans toute prise de décision ou d'orientation stratégique, parce que réellement, la cybersécurité devient un enjeu majeur aujourd'hui. Alors, toujours dans le même rapport, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est effectivement
sur les risques qui sont à traiter à court terme. À court terme, selon le World Economic Forum, c'est de 0 à 2 ans. Il faut absolument traiter le risque de la défaillance de la cybersécurité en quatrième position. Donc, juste après avoir traité tout ce qui va être maladie infectieuse, crise alimentaire, événements climatiques extrêmes, etc., il faudra s'attaquer à la cybersécurité. Donc, ça prend quand même une place importante aujourd'hui dans les organisations, mais ça se comprend très bien. Aujourd'hui, on informatise. Aujourd'hui, tout est digital, tout est mobile, tout est data. On parle d'open data, on parle du cloud, on parle énormément de technologies émergentes et qui sont la base, le support de plein de processus métiers qu'on fait. Donc, clairement, de façon directe ou indirecte, la cybersécurité est en train de devenir un enjeu majeur, l'un des premiers enjeux majeurs des entreprises. Alors, je vous ai fait un petit panorama global de menaces sur le 2021. La source, c'est le DBIR, c'est le Data Breach Incident Report de la société Verizon, que je vous invite à lire parce qu'il est vraiment très, très intéressant. Donc, il recense 837 incidents publiquement déclarés en 2021, ayant induit un impact de 1,5 million de dollars en moyenne, ce qui est quand même très, très significatif, avec une augmentation par rapport à 2020 de 185%. Donc, c'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Alors, en source de menaces, on va avoir 72% des sources de menaces qui vont être externes. Ça, ça peut se comprendre, mais après, effectivement, la menace, elle n'est pas que externe, elle peut aussi être interne. Et selon ce rapport, elle serait de 24%. Voilà. Donc, effectivement, la menace, elle est plutôt prépondérante à tout ce qui va être externe, mais il ne faut pas oublier que la menace, elle peut se trouver aussi en interne. En termes de typologie d'attaque, ça va rester un peu comme on a l'habitude de voir. Donc, c'est les attaques qui sont liées sur des technologies web, de l'e-commerce, etc. Tout ce qui va être exposé finalement sur Internet. On a des actifs qu'on expose, des serveurs, des portails d'authentification, des services de data. Et après, on a quand même une montée, bon, ça on le constate depuis un certain nombre d'années, mais je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure. C'est tout ce qui va être propagation de virus et spécifiquement le ransomware. Le ransomware, pour rappel, c'est le dispositif qui permet de crypter vos données. Il faut demander une rançon pour pouvoir avoir la clé qui permet de décrypter et ainsi récupérer vos données. Après, on a des attaques de type fraude au président et ce que je vais inclure dans l'ingénierie sociale qui sont aussi présentes. Alors, la motivation des attaquants, ça va rester vraiment les aspects financiers. Donc, c'est soit gagner de l'argent en faisant ces cyberattaques, soit vous faire perdre de l'argent à vos organisations. Et on a aussi tout ce qui va être espionnage, etc. Mais ça, c'est plus des secteurs d'industrie qui vont plus être concernés par ces éléments-là. Les idéologistes, en ce moment, en tout cas moi, de ma lecture, on les voit plus beaucoup, les Anonymous ou d'autres organisations qui vont avoir de l'idéologie sur la partie cyber. Qu'est-ce qui les intéresse, les attaquants? Tout ce qui va être data. Données clients, ça peut être pour les banques, effectivement des cartes bancaires, des choses comme ça. Ça peut être juste des grosses bases de données fournies avec plein d'attributs. Et après, en deuxième temps, ça va être les données opérationnelles sensibles. Donc là, les données de stratégie d'une entreprise, etc., etc. Et après, les données internes de collaborateurs. Donc un petit peu, c'était pour dresser un petit panorama rapide sur 2021, comment ça se passe. Je vous ai préparé quelque chose, effectivement, c'est pour illustrer en fait une attaque. Voilà, j'ai pris celle-ci parce que
je connais bien le sujet, mais il y en a plein d'autres. Pour illustrer en fait ce qui s'est passé en termes de, si vous vous souvenez, il y avait le réseau électrique ukrainien qui avait subi une attaque. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu une anatomie de ce qui s'est passé. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en bas à gauche, vous voyez, en fait, c'est un réseau, c'est une ville, en fait, avec tout le réseau électrique qui est mentionné. Donc, vous avez les fameux transformateurs, après, vous avez un réseau de distribution et après, vous avez les habitations, etc. Donc, ici, vous avez la Société nationale d'électricité. Hein. Donc, pour rappel, bon, ils ont un système d'information de gestion, un peu là où il y a les ERP métiers, etc. Mais ils ont aussi un réseau industriel, c'est ce qu'on appelle le SCADA, pour la partie contrôle et surveillance justement des équipements industriels. Donc les fameux RTU, donc Remote Terminal Unit ou PLC, qui sont finalement en fait les disjoncteurs et tous les composants qui sont programmaticalement commandés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? En septembre, je vous invite à bien retenir ce mois. Donc, en septembre, il y a un pirate qui envoie un code malveillant. Donc, c'est une pièce jointe qui contient ce code malveillant, donc Black Energy, en phishing aux employés de la Société nationale d'électricité ukrainienne. Donc, effectivement, quelqu'un en interne clique sur la pièce jointe et du coup, il ouvre un canal en contrôle en commande vers le serveur de l'attaquant. Très bien, à partir de là, l'attaquant il a une prise de contrôle à distance sur son poste. Qu'est-ce qu'il fait l'attaquant à partir de là? Eh bien, à partir de là, il commence à explorer le réseau, c'est ce qu'on appelle les mouvements horizontaux. Donc, il commence à chercher un petit peu à côté ce qu'il peut trouver, en écoutant un petit peu le trafic réseau, en essayant de détecter s'il y a des connexions SSH, hein, donc c'est des connexions d'administration d'équipement pour prendre des mots de passe qui pourraient éventuellement circuler en clair sur le réseau, mais aussi de mettre en place des keyloggers, c'est ce qui permet d'enregistrer les frappes de clavier de certains utilisateurs. Et donc, il est en attente, il branche ses dispositifs et puis il reçoit de l'information. Et bien, à partir de là, il trouve un login et un mot de passe très intéressant. C'est celui qui permet de rebondir à partir d'un réseau d'informatique de gestion qui est critique en soi, mais qui ne gère pas des infrastructures critiques pour la nation ukrainienne, telles que le réseau industriel permettant de délivrer l'énergie aux habitants. Et donc, il trouve ce login password et à partir de là, il met la charge. La charge, finalement, c'est le fameux payload, c'est l'APT, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'APT, qui permet d'avoir beaucoup plus d'actions destructives en termes de post-exploitation. Donc, c'est ça, en fait, l'idée. Donc là, à partir de là, le 23 décembre, en fait, il active son APT. Et l'APT, il était programmé, il était designé pour en fait, supprimer tous les frameworks. Les frameworks, c'est tous les petits logiciels qui sont dans des équipements. D'accord? On peut comparer ça avec le BIOS de votre ordinateur. Donc, avant qu'il y ait le système d'exploitation, il y a un petit système d'exploitation qui est le BIOS qui permet de lier un petit peu le hardware et les entrées-sorties. Donc, finalement, en fait, il lance son attaque le 23 décembre. Juste pour information, le 23 décembre, c'est la veille de Noël en Ukraine, donc ils sont en astreinte. Il y a quasiment personne pour faire face à cette attaque-là, alors qu'il l'avait commencé en septembre, son attaque. Et voilà, donc là, c'est la réaction en chaîne. La déconnexion des postes locaux avec écrasement des frameworks, donc c'est ce que je vous ai dit, il commence à écraser les frameworks.
Et petit à petit, ça se propage vers l'utilisateur final qui est le client, en fait, qui est chez lui, en ayant désactivé un petit peu tous les disjoncteurs et tous les disques durs qui permettent justement de faire ces appels client-serveur entre le réseau SCADA et ces disjoncteurs-là. Et finalement, il y a une coupure de courant et c'est ce qu'on appelait le blackout ukrainien. Alors, ça a duré, il y a eu 30 sous-stations. Sous-station, c'est une station qui livre à une population de l'électricité, donc 30 sous-stations mises à l'arrêt, plus de 8 heures de blackout, d'accord, avec 230 000 personnes impactées. Donc 230 000 foyers, entreprises, usines, industries, qui étaient coupées pendant 8 heures du réseau électrique. Donc voilà pour la petite histoire de l'attaque ukrainienne. Alors, il n'est pas isolé, ce n'est pas la seule. Il y a énormément d'attaques aujourd'hui qui ont vraiment un impact sur la vie des personnes. Donc, il y a un impact sur les entreprises, etc. Mais ça peut vraiment aller jusqu'à mettre la vie des personnes en danger. Donc voilà, donc, j'ai fini avec ça et j'ai envie vraiment qu'on se pose aujourd'hui la question de se dire qu'on est en 2021 et finalement, lorsqu'on examine de plus près les différents incidents de sécurité et les challenges auxquels les entreprises sont confrontées, on se rend compte finalement que tout est possible en termes d'incidents liés à la sécurité et à la cybersécurité, et que tout le monde est exposé. Bien que les entreprises ont investi énormément dans la cybersécurité, cela ne les a pas empêchés finalement d'être une cible ou d'avoir une attaque un jour. C'est la question que je pose, mais je vous la pose vraiment, vous pouvez me répondre à la fin. Est-ce qu'on peut se dire que le marché de la cybersécurité est-il en échec? Bon, la réponse, je vais vous la donner maintenant. La réponse est non. Mais c'est légitime que des gens qui ne connaissent pas très bien la sécurité puissent penser que finalement, les professionnels n'arrivent pas à contrer les attaques, puisque on a des solutions, on a des frameworks, on a des régulateurs et on continue d'avoir des attaques. C'est vraiment une question légitime. Je vous invite à réfléchir à ça. Sans oublier que les entreprises, il y a des entreprises où ça induit énormément de pertes, de l'indisponibilité. Pour certains incidents, l'impact est majeur, pour d'autres, l'impact est modéré. Et moi, c'est surtout ce que je vous invite aussi à garder dans l'esprit, c'est que certaines entreprises ou certaines organisations l'ont détecté, mais pas les autres. Donc, à l'heure où on parle aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à parier qu'il y a des organisations qui subissent actuellement une attaque et qu'elles ne sont pas au courant? Moi, je suis prêt à parier. Donc, comment devons-nous interpréter ces constats? Donc, voilà. On investit dans la cyber, on a des professionnels de cyber, on continue à avoir des attaques. Okay. Et la dernière question, c'est est-ce qu'on a un problème fondamental jusque-là non abordé? Est-ce qu'on passe à côté de quelque chose vraiment de très fondamental qu'on n'avait pas vu ou qu'on ne pose pas de la bonne manière? Donc moi, je vous invite au travers de ces échanges-là, je n'ai pas de baguette magique, je ne vais pas vous donner, mais je vous pose un petit peu le cadre tel que moi je le ressens, mais vraiment c'est mon expérience et ma vision sur le sujet. Mais voilà, on peut débattre et j'adorerais qu'on en parle à la fin.
Ce que je vous propose, c'est de parler de quelques challenges qu'on soulève aujourd'hui en cybersécurité, de façon vraiment, comment dire, de façon très synthétique pour justement, juste encore une fois, pointer du doigt les éléments qui sont vraiment importants. Alors, en termes de challenge, le premier challenge que je constate, c'est qu'il faut que les organisations arrêtent de penser que la cybersécurité est seulement une question d'armement. Par armement, je vais dire solutions de sécurité. Plus j'en ai de solutions de sécurité, plus je serai sécurisé. Ça nous met déjà dans une posture où on manque d'imagination. Donc ça, c'est clairement quelque chose de fondamental. Ce n'est pas parce que vous avez toutes les solutions de sécurité que vous avez de l'imagination, encore moins, mais que vous serez le plus sécurisé. Vous serez sécurisé, c'est clair et net. Hein, vous avez des armes, vous pouvez vous défendre, mais voilà, c'est aujourd'hui, même en comparant avec l'état actuel des choses, ce n'est pas les pays qui ont le plus d'armes qui sont peut-être les plus forts et les plus puissants. Il y a peut-être d'autres paramètres qui rentrent dans l'équation. Je reparlerai de cet aspect important qui est l'imagination, l'innovation dans la cybersécurité. Le deuxième challenge que je vois, c'est qu'il faut qu'on arrête de construire des usines à gaz. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se transforme, on a des nouvelles technologies, on parle d'open data, on ouvre nos systèmes et on construit vraiment des choses extraordinaires qui amènent de l'agilité, qui amènent de l'ouverture, de nouveaux business models dans la partie digitale, mais on construit aussi les choses pas avec un manque de composantes architecture permettant d'avoir une cohérence entre les briques. C'est ce qu'on constate de façon générale, c'est que les systèmes ils sont un petit peu en silo et du coup, en fait, ça rend les choses complexes. Et s'il y a une chose sur laquelle on s'accorde tous en cybersécurité, c'est que la complexité est l'ennemi de la sécurité. Et je vous invite à réfléchir à tout ce qui va être continuité d'activité, d'avoir une résilience de quelque chose qui est déjà à la base complexe. Donc, construire la résilience de quelque chose qui est complexe. Donc, ce challenge-là, effectivement, il faut le prendre en considération. L'aspect architectural dans la cybersécurité, il est vraiment très important. Il y a quelque chose en challenge numéro 3, il y a ce que je pointe ici, c'est vraiment un warning sur le fait que aujourd'hui, on a énormément de partenaires. Quand vous prenez n'importe quelle organisation, on travaille avec énormément de partenaires. J'ai un partenaire qui me fait la paye, j'ai un autre partenaire qui me donne des API pour utiliser tel service, etc. Donc, j'ouvre mon système d'information, j'échange énormément de données, je donne ma donnée à mes partenaires, etc. Et du coup, fondamentalement, ça a des risques, ça va avoir des risques qui sont inhérents et par définition, tout ce que nous n'avons pas ou tout ce que nous ne possédons pas, on ne peut pas le protéger, en tout cas pas comme ce que nous, on veut que ça le soit. Et du coup, c'est là où il faut aussi ne pas oublier qu'on a d'autres leviers pour la cybersécurité, tels que les engagements contractuels, tels que les clauses d'audit, etc., etc. Donc, il y a quand même un risque inhérent sur le fait qu'on multiplie cette chaîne d'approvisionnement en digital et en IT. En challenge numéro 4, c'est que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on se met beaucoup en stratégie de réponse passive. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, on construit des barrières, des murs, comme celui que vous voyez sur la photo, et c'est bon, j'ai mes firewalls, j'ai mes systèmes de détection, etc. Et puis, on se tourne un petit peu les pouces. Bon, je caricature un petit peu, mais c'est presque ça, c'est-à-dire que
Du moment où je n'ai pas d'attaque, c'est le calme. Et après, c'est quand je détecte quelque chose que je commence à réagir. Mais je vous fais souligner quelque chose, c'est que quand je détecte quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'attaque, elle est déjà là. Ça veut dire que l'attaque, elle est déjà commencée. Donc voilà. Donc il y a peut-être quelque chose à améliorer. Voilà, sur cette vision, sur ce dogme. Après, le cinquième point, voilà, c'est juste pour remercier aussi hein, tous les partenaires de la cybersécurité, que ce soit des régulateurs ou des associations ou même des réseaux d'entreprises qui vont avoir leur propre service d'information. Donc, franchement, et ça, c'est vraiment louable, c'est le fait que on se partage l'information assez facilement. Aujourd'hui, les infrastructures d'importance vitale au Maroc ou en France, etc., ils reçoivent du feed en cybersécurité, donc les informations sur des menaces imminentes, les informations sur des attaques en cours, des vulnérabilités sur des produits, des bulletins de veille, etc. Ils reçoivent régulièrement ce genre de choses, ou même via des cercles d'entreprises, on peut avoir des initiatives similaires. Ce que je pointe ici, c'est que, alors je ne sais pas si c'est possible et dans quelle mesure, mais moi je pose juste le décor en disant que c'est bien, on se partage l'information, mais est-ce qu'on ne peut pas agir ensemble? Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir imaginé quelque chose qui dit que finalement, à un niveau sectoriel, à un niveau par région, par pays, par secteur d'activité, on puisse avoir un organisme qui fait une réponse uniforme pour un petit peu voilà, éradiquer et disrupter les stratégies d'attaquants de manière efficace, radicale. Et ce n'est pas une entreprise a plus de moyens, réagit un peu mieux, et l'autre entreprise, etc. Et il se trouverait même que l'entreprise qui n'a pas bien réagi, qu'elle soit finalement un prestataire ou un partenaire de l'entreprise qui a bien réagi et qui lui porte un risque, un préjudice. Moi, je pense que réellement, si on avait un dispositif qui permet d'agir de façon uniforme sur une menace détectée pour tout le monde, ça aurait été. Je ne donne pas de spécifications techniques sur la chose, je dis juste que voilà, j'ai le droit d'imaginer ce dispositif. Donc voilà, donc je voulais parler de ces 5 challenges pour effectivement qu'on se mette encore un petit peu dans le bain sur la situation actuelle de la cybersécurité. Franchement, ce que je vous dis là, c'est moi je le vis tous les jours. Donc je reviens un petit peu sur la partie imagination, je vous avais promis. Voilà, les organisations dépensent énormément. Donc très bien, beaucoup d'argent pour défendre leurs actifs, pour défendre un petit peu leur périmètre, un périmètre qui se transforme, qui est en expansion, de nouvelles technologies émergentes. On parle d'IoT, on parle de technologies BIOT, donc le Bring Your Own Device, de la mobilité, le cloud, etc. Et tous ces éléments-là, aujourd'hui, quand on est RSSI, quand on est professionnel de la cybersécurité, on s'est adressé, on va dire, bah, écoutez les mecs, on va mettre une architecture de sécurité en mode défense en profondeur, je prends toutes les couches et je mets des éléments. Voilà, des éléments de confidentialité, d'intégrité et disponibilité. La haute disponibilité, de la redondance, de la réplication, protection des endpoints, je vais mettre énormément de choses. Ça, c'est ce qu'on a appelé l'architecture en mode défense en profondeur. Il y a d'autres éléments, mais l'idée, c'est que ce que l'histoire nous enseigne, encore une fois, c'est ce que je vous disais au début, ça n'a pas empêché Dropbox d'avoir une fuite de données, ça n'a pas empêché énormément d'autres exemples d'organisations qui ont subi des attaques. Donc, on est vraiment légitime aujourd'hui de penser que les attaquants trouvent toujours un moyen innovant pour réduire l'efficacité de ces contrôles que nous, on met en place.
et ainsi parvenir à s'introduire au travers même d'une architecture de défense en profondeur. Alors, ce que je dis, c'est que bien qu'elle soit nécessaire, hein, cette architecture en profondeur, je dis que ce n'est peut-être pas la seule réponse qu'on peut apporter à une vraie stratégie de cyber. Donc voilà. Donc l'architecture de défense en profondeur, c'est très bien, c'est un mandatory, elle est obligatoire, il faut d'abord sécuriser, mais il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Alors, sur l'innovation, j'avais vraiment envie de revenir sur ce sujet d'innovation parce que c'est tellement vrai en fait. Ça l'est un peu moins de nos jours, mais ce que je veux apporter, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de ransomware, tu as des gens soit en fait qui vont pas savoir c'est quoi, soit des gens qui vont dire oui, le ransomware, c'est le nouveau truc qui crypte les données là, il n'y a pas très longtemps. En fait, le premier ransomware, il date de 89. Le premier ransomware, il date de 89. Il a été distribué sur une disquette 3.5. Donc, ça remonte quand même un petit peu. Et en fait, il se faisait passer pour un logiciel médical. Ça avait affecté à l'époque, en 89, des organisations de santé. Et donc, ils avaient un petit logiciel dans une disquette, donc ils l'utilisaient. Et au bout de je ne sais pas combien de jours d'utilisation, j'avais lu ça, hein, j'ai oublié le mode opératoire, mais en fait, ils cryptaient tout l'ordinateur. Enfin, et du coup, les gens voulaient allumer leur ordinateur, ils avaient un gros screen rouge où c'est écrit littéralement votre ordinateur il n'est plus fonctionnel. Pour l'utiliser, il faudra envoyer un chèque de 189 $ à une PO Box au Panama. Donc, c'est une box anonyme pour pouvoir récupérer la clé qui vous permet de déchiffrer. Donc, ça sonne exactement comme ce qu'on a aujourd'hui, hein, sauf que là, aujourd'hui, on parle plus de 5 millions d'euros, 5 millions de dollars pour récupérer cette clé, et que finalement, le paiement n'est pas envoyé via voie postale à une PO Box, mais plutôt avec du Bitcoin et de la cryptocurrency de manière générale. Donc, rien qu'au travers de ce que je viens d'expliquer, donc il y a eu énormément d'innovations hein, sur le modèle opératoire du ransomware entre j'envoie un chèque aujourd'hui à la blockchain, à ce paiement, à ce modèle un petit peu organisé. Aujourd'hui, on parle de ransomware as a service. Alors, ransomware as a service, donc n'importe qui peut aller souscrire à ce service de ransomware et targeter un petit peu donc ça va vraiment loin, hein. Donc il y a vraiment de l'innovation chez les attaquants et c'est ce qui a fait que finalement en fait ils ont eu un petit peu d'avance sur les professionnels de la cybersécurité et du coup nous on est resté toujours derrière pour aller chercher des réponses à leurs innovations. Et c'est que finalement, dernièrement, qu'on commence un petit peu à les disrupter avec de nouvelles technologies, avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Il y a vraiment des outils qui peuvent aujourd'hui amener une vraie valeur ajoutée, et je reviendrai dessus. Alors, donc voilà, donc l'innovation est un levier capital pour surprendre et dépasser. Il y a un autre élément qui me tient vraiment à cœur, c'est tout ce qui va être intelligence de la menace. Donc l'information est capitale hein, dans la cybersécurité, tout est basé sur une information. Je n'ai pas d'information, je n'ai pas de dispositif. Quand on sait que finalement, il faudrait en moyenne 167 jours pour détecter une attaque. Je vous rappelle le cas de l'attaque ukrainienne où l'attaquant s'est introduit en septembre et pas détecté du tout jusqu'au 23 décembre
finalement, c'est lui qui se manifeste. Hein, on ne l'avait pas détecté, c'est lui qui a lancé l'attaque d'envergure. Mais de façon vraiment passive, il était indétectable. On l'avait dit tout à l'heure aussi que les systèmes d'information se complexifient. Hein, donc, il y a énormément de complexité. Il y a énormément de complexité sur les systèmes d'information avec les nouveaux modèles, etc. Et je pense qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de commencer vraiment à approcher la chose avec un autre angle d'attaque, en faisant un petit peu preuve d'intelligence, en allant chercher un petit peu et comprendre les attaquants, savoir leur motivation, leur mode opératoire, qu'est-ce qui les intéresse réellement. Je pense que ça a énormément de valeur. Et donc, tout ce qu'on se dit là, c'est de la data, c'est de l'information qu'il faudra aller chercher de façon proactive, de façon, je veux dire, délibérée, décorrélée par rapport à une attaque que je peux avoir en cours. Donc là, c'est quand tout va bien, je vais aller chercher de l'information. Et tout ça, en fait, il va falloir que je puisse l'ingérer dans des infrastructures, dans des systèmes pour pouvoir sortir des indicateurs, des signaux et de la valeur. Ce que je vais appeler, moi, de la valeur me permettant de me préparer, me permettant d'avoir une posture adéquate par rapport à quelque chose qui est potentiel. Alors, qu'est-ce que j'écris ici? Les organisations doivent développer effectivement cette capacité de renseignement cyber. Donc là, on parle réellement de renseignement. Donc, aller un petit peu chercher autour de la menace ce qui peut se dire, ce qui peut se préparer et comprendre un petit peu et de s'informer au plus près des attaquants. La meilleure chose, finalement, il faut connaître son ennemi, c'est ce qu'on dit tout le temps dans les techniques de guerre. Et ben, c'est d'aller vraiment s'infiltrer, d'aller regarder un petit peu ce qui se dit et ramener des signaux et de se préparer finalement. Donc, ça aussi, ça nous permet d'avoir justement ce que j'écris à la fin, devenir une cible en mouvement. Si à chaque fois je me prépare, si à chaque fois je sais que je suis une cible parce que j'ai détecté un intérêt envers moi, envers mes actifs, envers mon système d'information, mon organisation de manière plus large. Et qu'à chaque fois que je détecte ça, je vais adapter mes systèmes, je vais changer de posture, je vais changer d'orientation, je vais mettre des nouveaux dispositifs, bah, finalement, je deviendrai une cible en mouvement. Et c'est beaucoup plus difficile d'atteindre une cible en mouvement que d'atteindre un objectif qui est immobile, fixe. Donc l'intelligence de la menace, c'est vraiment quelque chose de très important et ce qui changera la donne aujourd'hui dans l'approche cyber. Alors, je vois que le temps file, je vais accélérer un petit peu. Vous l'avez compris, j'aspire à une démarche proactive de la cybersécurité. C'est vraiment ça l'idée. Alors attention, une approche proactive, ça ne veut pas dire attaquer en retour parce que je me suis fait attaquer ou alors attaquer en premier. C'est illégal. Ce n'est pas ce que je dis, absolument pas. Ce que je dis, c'est qu'il faut adopter peut-être une approche dynamique dans l'ingénierie des contrôles. Au lieu de dire je construis, je ne sais pas moi, un firewall et après je ne touche plus. Non, je construis un firewall, je l'adapte, je tape les règles. Il faut que j'ai de l'information pour adapter ces règles. Donc effectivement, c'est de ça dont je parle. Ça, c'est une approche proactive. Je n'attends pas à ce que je subis une attaque pour dire bah, finalement, non, il fallait mettre le paramètre à 1 au lieu de 0. Ce n'est pas ça. Développer cette capacité de reconnaissance d'anomalies et d'analyse contextuelle. Et là-dessus, on est aujourd'hui vraiment en capacité avec des éléments de data science, des éléments d'intelligence artificielle, de sortir vraiment des use cases, des vrais cas d'usage sur la menace. Et finalement, utiliser cette intelligence de la menace au service d'une approche proactive de défense. Donc, c'est ça, en fait, l'approche proactive en cybersécurité, c'est d'agir continuellement, de se transformer continuellement, de s'informer continuellement. Donc, voilà. Et là-dessus, l'armée, il avait tout compris. Hein. Donc, il y a énormément de stratégies et de techniques d'armée qu'on peut adopter. J'en ai choisi 2.
Donc, il y a le premier, c'est le clear and hold. Le clear and hold, en fait, il consiste en quoi? Finalement, quand ils détectent, les militaires, quand ils détectent un intérêt malveillant bon là je parle service de l'organisation, mais pour une région, en fait, ils y vont, ils orientent leur surveillance de façon dynamique et furtive, ils assainissent un petit peu le périmètre et ils adaptent les dispositifs. Voilà, c'est cette adaptation de dispositifs de classification pour disperser finalement cet intérêt avant même que la malveillance se produise. Et puis, on pourrait aussi également pousser un petit peu la réflexion plus loin pour dire que finalement, moi, ces attaquants-là, je vais les orienter sur des fausses pistes. Donc, ça, c'est la technique de l'armée Clear and Hold. Après, il y a une deuxième technique, très rapidement, c'est le Crazy Ivan. Alors, le Crazy Ivan, c'est un sous-marin soviétique pendant la guerre. En fait, il s'est retrouvé face à toute une flotte américaine. Donc, il était tout seul. Et bien, finalement, c'est là où il a créé en fait cette technique-là d'agir de façon imprévisible. Donc, il faisait des marches arrière, il tournait à gauche, à droite, des fois il faisait semblant d'attaquer, des fois il reculait. Et du coup, ça a déstabilisé complètement, ça a déstabilisé la flotte américaine. Ils ne savaient pas, du coup, ils se sont mis en position on n'attaque pas les premiers, on ne sait pas ce qui se passe, peut-être ils sont 2 millions, ils sont 200 derrière, je ne sais pas. Et donc, finalement, cette imprévisibilité, c'est dynamiser votre stratégie. Et Dieu sait combien on en a besoin aujourd'hui, parce que moi, je vous parle, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais il vaut mieux viser des choses qui sont extraordinaires. Aujourd'hui, quand vous prenez votre RSSI, il va vous dire quoi? Il va vous dire il faut changer les mots de passe tous les 90 jours. Il faut faire des patchs complets tous les 60 jours. Il faut faire ceci tous les... Donc, on a on va dire quelque chose de périodique, de prévisible dans notre façon d'appréhender la cybersécurité. Voilà, donc quelqu'un qui rentre, il va tout de suite en fait déduire et cette stratégie cybersécurité qu'on est en train de... Parce qu'on agit de façon très prévisible. Et du coup, en fait, l'adaptation qu'on peut faire, c'est de se dire pourquoi pas qu'on puisse agir en fait sur les configurations de façon imprévisible, de se dire que le RSSI est les maîtres de sa stratégie cyber pour dire que finalement, ce mois, je vais changer les mots de passe 2 fois. Pendant 3 mois, je ne les change pas. Pendant le 5e mois, je change, etc., etc., etc. Donc, c'est finalement qu'on ne puisse pas lire cette stratégie. Que cette stratégie-là soit partagée avec 2, 3, 4, 5 personnes, un ensemble réduit de personnes, mais que tout le monde l'applique de façon transparente. Il ne faut pas que ça puisse induire... voilà, je pense aussi maintenant au DNS, au serveur DNS, les enregistrements DNS. Voilà, le même serveur, il a la même adresse IP, le même nom de serveur pendant toute sa durée de vie. On pourrait se dire que de temps en temps, on va changer ces éléments-là. Et franchement, aujourd'hui, on a les outils qui nous permettent de faire ce genre de choses. Finalement, le mot d'ordre, c'est brouiller les pistes. C'est être une cible imprévisible. J'arrive à cette partie de CTI. Donc, on avait parlé tout à l'heure en disant, finalement, c'est cette intelligence de la menace qui permet de dynamiser, qui permet de rendre les choses un petit peu plus proactives. Et c'est tellement vrai que je vous propose ce métamodèle où on voit effectivement une brique centrale qui est le CTI, donc le Cyber Threat Intelligence. On va faire le zoom juste après sur cette brique centrale, mais c'est juste pour vous donner un exemple de ce que les entreprises qui ont une certaine maturité font avec une brique de CTI. Donc, avec une brique centrale de CTI, je peux informer toutes mes équipes de red teaming, blue teaming, donc c'est toutes les personnes qui sont un petit peu dans la sécurité offensive pour évaluer, en leur disant, tenez, il y a des signaux sur ce point-là, est-ce que vous pouvez faire des simulations, des choses comme ça.
je peux alimenter mon programme de sensibilisation. Je vois qu'il y a énormément d'intérêt sur un service, je ne sais pas, e-commerce, un truc, etc., que j'ai. Et donc, j'adapte mon programme de sensibilisation de telle façon à ce que je puisse appréhender et de façon proactive les signaux que je perçois au travers du CTI. Je peux alimenter de façon proactive ma cartographie des risques, ma façon de gérer les risques de manière générale, de m'interfacer avec les cellules d'architecture pour construire by design des éléments basés sur des signaux. Des signaux, je détecte des signaux, donc il vaut mieux que j'architecture mon SI, mon application, mes services de telle ou telle manière. Et donc voilà, donc, en bas, on va avoir tous les services en cybersécurité classique, donc la prévention, détection, réponse sur incident, threat hunting et forensics, donc les analyses forensiques, les levées de doute, etc., qui peuvent aussi bénéficier de feeds. Donc les feeds, c'est les envois d'informations de feeds à partir de ce CTI pour s'adapter, pour être un petit peu en mouvement. Vous vous souvenez, c'est le mot d'ordre, c'est je souhaite réellement aujourd'hui que toutes les entreprises se mettent en mouvement. Et le CTI le permet. L'intelligence de la menace le permet. Très brièvement, je vais pas vous, c'est pas un cours sur le CTI, mais c'est juste pour vous montrer que finalement, on a énormément de sources de données. Donc ici, vous voyez du web crawling, les cyber incident reports, les honeypots qu'on peut avoir, où on peut souscrire, on peut surveiller nos DNS. Alors le web crawling, il y a aussi toute la partie dark web, deep web, qu'on peut. Après, il y a des spécialistes qui font du feed sur ces éléments-là. Après, on peut avoir aussi des feeds à partir de nos systèmes d'information en interne, donc tout ce qui va être interne. Après, ça rentre dans des processus d'analyse qui permettent justement de sortir des patterns, de sortir des indicateurs de compromission, des IOC, couplés avec toute l'information nécessaire, les motivations, les causes, la tactique, les techniques, les procédures. Et on va pouvoir diffuser ça soit pour des finalités de reporting, de threat management, donc gérer la menace en déployant des plans de mitigation et de réponse. Ça peut aider à la prise de décision sur certains sujets. Et effectivement, ça peut aussi nous aider à mettre à jour une procédure, une méthode de façon proactive avant que la menace se produise. Alors, en conclusion, et je vais terminer là-dessus, oui, je réponds à la question du webinaire appréhender les risques, comment appréhender les risques. Et ce n'est pas en donnant, voilà, ça aurait pu être aujourd'hui un aperçu ISO 27005, MIARI, IBIOS, ça aurait pu être un aperçu d'ISO 27001, des choses comme ça. Mais je voulais vraiment apporter quelque chose de différent, quelque chose de mon expérience personnelle sur le sujet pour la partager avec vous. Et du coup, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est appréhender les risques avec une approche de défense active et dynamique. Il ne faut pas juste cartographier les risques sur la base de ce qu'on a, mais il faut aussi avoir cette vision un petit peu stratégique, un petit peu tactique, en allant chercher de l'information à l'extérieur. Et du coup, ça s'intègre parfaitement dans un framework de cybersécurité standard où on va avoir un pilier de stratégie gouvernance. C'est ce qu'il disait en plus, c'est aller au tout début, donc classification, gestion des risques, référentiel d'architecture sécurisée, intégration des processus de sécurité en termes d'organisation, sensibilisation, formation, mesure des performances, évaluation des dispositifs. Le cadre de protection, donc c'est la défense en profondeur justement, c'est ce que a dit CRLI, les PCA, les plans de continuité d'activité, les sites de repli, enfin tous les dispositifs de sécurité, le chiffrement, la gestion des accès, la gestion des vulnérabilités, tous ces éléments-là, que ce soit des dispositifs de détection ou de réaction. Donc voilà, on a les trois éléments qui sont en place, on a un cadre de cybersécurité. Moi, ce que je vous propose, c'est de penser à la défense active. C'est déployer des capacités de CTI et de red teaming pour valider ces éléments de CTI et après adapter justement ces trois piliers. Se dire que ces éléments-là, ils vont me permettre d'être proactif, d'être
en mode prédiction pour aller agir sur mon corpus documentaire en disant que finalement cette politique c'est plus ceci, c'est plutôt cela, parce que je détecte un intérêt dans le futur, etc., sur les différentes briques. Donc, pour mon dernier slide, c'est effectivement donc, la cybersécurité, c'est un cadre. Moi, je vous conseille réellement de penser que les cadres, ça permet aussi de structurer la démarche. Donc, pensez à un cadre qui vous convient. Vous êtes anglo-saxon, vous allez plus être sur du NIST, etc. Vous êtes francophone ou même anglo-saxon, ISO 27001 aussi, c'est très bien. Un mix des deux, ça peut être aussi très, très, très bien. Prenez en considération effectivement tous les aspects réglementaires, protection des données personnelles, la loi 0908 ici au Maroc, le GDPR un petit peu en Europe et un peu dans le monde, la loi 0520 sur la protection des systèmes d'information sensibles pour les infrastructures d'importance vitale, même chose la LPM en France, donc la loi programmation militaire de l'ANSSI. Si vous êtes dans le secteur de bancaire, vous avez des réglementations certainement comme le PCI et le SWIFT, le CSP. Donc ça, c'est très bien, mais développer aussi ces capacités de cyber threat intel, de CTI. C'est vraiment très, très important. Ça va vous permettre de donner vie à ces éléments qui sont le cadre et la réglementation. Enrichissez vos équipements, enrichissez votre processus de gouvernance avec des éléments de CTI, de Threat Intel. Essayez de comprendre quel est le profil risque de l'organisation. Cherchez effectivement les facteurs d'exposition, les actifs de valeur que vous pouvez avoir. Donc, il y a ce qui a de la valeur pour vous, mais il y a ce que pensent des gens des actifs. Il y a autre chose qui peut les intéresser aussi. Comprenez les attaquants potentiels. Sachez qui sont ces attaquants potentiels et comprenez leur motivation et leur mode opératoire. Tout ça vous servira et je pense que c'est la bonne réponse pour justement dynamiser un cadre de cybersécurité. Et donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Younes, pour vraiment votre exposé très enrichissant et très édifiant. Merci beaucoup. Je pense qu'on pourra prendre des questions auprès de nos auditeurs. J'en ai déjà une. Nous en avons une dans le chat. Une première question de Madame Salma El Hadi. Bonjour, merci pour ce webinaire très instructif. J'ai une question. Dans le cadre de l'approche proactive que vous recommandez, quels sont les tests à appliquer nos systèmes pour vérifier si on est immunisé contre les attaques de cybersécurité? Pardon. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui. Dans le cadre de l'approche proactive que vous recommandez, quels sont les tests à appliquer au sein de nos systèmes pour vérifier si on est immunisé contre les attaques, les cyberattaques? Alors, il y a plusieurs choses, en fait. C'est ce qu'on appelle un cadre de contrôle. Il faut se mettre d'accord sur un cadre de contrôle. Ça peut être des tests organisationnels, ça peut être des tests techniques pour aller un petit peu chercher la vulnérabilité. Alors, la démarche proactive, effectivement, elle peut être vue dans la façon avec laquelle je vais aller chercher de la vulnérabilité chez moi. Ce que j'ai présenté, c'est effectivement partir de ça, mais l'enrichir avec des éléments que je pourrais avoir de l'extérieur. Donc, effectivement, il y a les audits, les scans de vulnérabilité. On a énormément d'insights aujourd'hui en cybersécurité pour découvrir de façon presque exhaustive, je dirais, quelles sont les vulnérabilités que nous avons actuellement sur le système d'information. Mais il n'y a que très peu d'outils aujourd'hui qui vous disent quelles sont les vulnérabilités que vous pouvez avoir demain. Ou quelles sont les menaces qui sont en train de se préparer. Ça, vous n'avez pas d'outils. Il faut que vous développiez cette intelligence de la menace pour aller chercher ces insights-là et les intégrer finalement dans un dispositif d'audit, d'amélioration continue de la cybersécurité qui, lui, inclut des éléments de test, des audits de sécurité, des tests d'intrusion, du scan de vulnérabilité et tout autre dispositif permettant justement d'évaluer la cybersécurité. Je ne sais pas si le message est clair. Madame
Hadi. Très bien. Nous avons aussi, ça répond à la question, Madame Hadi. Oui, parfait. J'ai une autre question, on en a plusieurs d'ailleurs. Alors, donc, question de la part de Monsieur Samuel Noah. Pourquoi le jeu n'accorde pas la faveur aux jeunes diplômés d'ingénieurs en informatique d'effectuer un bac+6 chez eux? C'est possible à Paris, pas encore au campus de Rabat pour le moment. Mais voilà, pour l'instant, au sein du campus de Rabat, c'est à destination des formations exécutives. Voilà, donc pour les professionnels qui sont en activité. Pourquoi les entreprises, ça c'est plutôt une question générale, ne prennent pas les jeunes diplômés, même comme assistants lors des recrutements? Elles veulent des jeunes diplômés de 2, 5, 10 ans d'expérience sans donner cette expérience dans les recrutements. Je ne sais pas ce qu'en pense Monsieur Siounès. Moi, de mon côté, je ne pense pas. Enfin, autour de moi, je pense que c'est une question générale que les entreprises, je pense, favorisent. Alors, dans le domaine précisément de la cybersécurité, au contraire, j'ai l'impression qu'il y a plutôt une pénurie de profils et que justement, beaucoup d'entreprises s'occupent de prendre des jeunes diplômés et de les former sur plusieurs sujets. Je ne sais pas ce qu'on pense rapidement, Sylvain, mais je pense que je ne pense pas. Pareil. Ouais. Pareil, bon, pour les autres questions, tout dépend du marché. Hein. La question, c'est vrai, globale, mais par rapport au marché, je pense marocain, je connais mieux, ou même dans le monde, je dirais que c'est vraiment aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Hein. Dans les métiers de la cybersécurité, c'est plutôt une pénurie de profils. Et donc, les entreprises s'arrachent les profils d'experts ou de débutants en cybersécurité. Absolument. Donc, moi, je peux en témoigner. Aujourd'hui, on cherche, moi, en tant que recruteur même, parfois, j'ai dû chercher des profils de cybersécurité et dans un marché très, très tendu. Tout le monde s'arrache les profils de cybersécurité. Alors pour moi, il y a deux domaines qui sont la data science et la cybersécurité aujourd'hui qui s'envolent en termes de profils. C'est très rare. Les formations de qualité sont très rares. Et finalement, quand on détecte un profil avec une bonne formation, un bon background, moi je peux vous dire que les entreprises sont prêtes même à prendre des juniors sur le sujet de la cybersécurité parce que finalement, l'assurance que les entreprises peuvent avoir aussi, c'est d'avoir déjà un bon diplôme. Je ne dis pas que le diplôme fait tout, mais finalement, un diplôme reconnu, un diplôme qui a des années et des années d'existence, qui a un réseau reconnu, ça donne beaucoup plus d'assurance, je pense, pour les entreprises à embaucher des jeunes talents. Tout à fait. Tout à fait. J'ai eu plusieurs questions concernant concernant la présentation, c'est-à-dire le support. Il y a un live qui a été posté sur la page Facebook de l'École de guerre économique, Campus Rabat, que vous pourrez revisionner quand vous le souhaitez. C'est soit sur la page LinkedIn de École de guerre économique Campus Rabat ou sur sa page Facebook. Deux questions. Je crois qu'il y a pas mal de questions. Ouais. Le rôle du système de contrôle interne dans le renforcement de la cybersécurité. Très bonne question. Oui, tout à fait. Alors, je ne la vois pas. Elle est où la question? En fait, il y en a deux. Il y a le chat et il y a questions et réponses. Ah oui, d'accord. Il y en a Alors, quel est le rôle du contrôle interne dans la cybersécurité? Dans le renforcement de la cybersécurité. Dans le renforcement de la cybersécurité. Bah, c'est très simple. Il faut penser en ligne de défense. D'accord? Vous avez votre DSI, les métiers, etc., qui sont la première ligne de défense. Par ça, ce que je veux dire, qu'ils sont responsables à intégrer la sécurité dans leur processus. Donc, je suis un métier, j'entame un nouveau projet.
je dois penser automatiquement à la cybersécurité. Donc ça, c'est ma première ligne de défense. Dans une stratégie cybersécurité, la deuxième ligne de défense, ça va être les équipes sécurité qui sont là pour faire l'ingénierie des exigences, mettre en place les politiques et établir un contrôle sur les processus de sécurité. Et il y a une troisième ligne de défense qui sont les équipes d'audit et de contrôle interne. Je vais les mettre tous les deux au même niveau sur cette partie cybersécurité, qui sont là pour contrôler et la deuxième ligne et la première ligne pour savoir effectivement si ce qui a été défini en tant qu'organisation, en tant que gouvernance autour de la cybersécurité soit réellement le cas. Que le métier intègre la sécurité dans ses projets, le métier à la DIC intègre les sujets cybersécurité dans les projets et que de manière quotidienne, régulière, les équipes de cybersécurité, les équipes RSSI, en fait, finalement, prennent en charge toute la partie ingénierie des exigences, les adaptent en mode amélioration continue et contrôle derrière. Donc, je pense qu'il y a vraiment... finalement, c'est comme tout processus. Hein. Donc, le contrôle interne, il est là pour valider l'efficacité et l'efficience des processus. La sécurité est un processus. Merci beaucoup. Est-ce que les entreprises marocaines investissent en matière de cybersécurité oui. Est-ce qu'elles investissent est-ce qu'elles investissent dans la cybersécurité de manière générale? Est-ce que les entreprises marocaines investissent en matière de cybersécurité? Eh bien, ma foi, ils commencent. C'est ce qu'on constate depuis pas mal d'années aujourd'hui au Maroc. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un cadre aussi réglementaire, hein, il ne faut pas se le cacher, qui tire un petit peu, mais il faut bien que ça serve à quelque chose. Donc, finalement, ça sert à prendre conscience de l'importance justement de la cybersécurité. Donc, c'est parce qu'on a eu la DNSSI, d'ailleurs, je remercie la DGSSI pour le travail formidable qui était la DNSSI, donc la Directive nationale de la sécurité des systèmes d'information, dans sa première version en 2012-2013. Puis il y a eu un décret, c'est le décret 215-712 qui permettait justement de donner un cadre pour la classification des systèmes d'information sensibles. Et tout ça, en fait, c'est des référentiels. Hein. Quand vous prenez la DNSSI, c'est à 90-85% de l'ISO. Hein. C'est de l'ISO 27001, donc c'est un cadre international et qui permet justement de pousser les entreprises à réfléchir. D'abord, porter le sujet au niveau stratégique, avec vraiment une embarcation, j'ai envie de dire, de la direction générale dans ces problématiques-là. Obtenir le sponsoring, ça c'est ce qu'on vous apprend via ISO 27001 et des standards, c'est qu'il faut du sponsoring de la direction générale. Et après, c'est quasiment, ici au Maroc, c'est quasiment une approche top-down. Hein. Du coup, une fois que vous avez convaincu le CODIR, ça descend. Et encore une fois, il faut être pragmatique. Je pense que c'est le mot qu'il faut retenir. Je pense que la question n'est pas de dire est-ce que les entreprises marocaines sont prêtes à dépenser de façon sans compter sur la cybersécurité, ce qui serait d'ailleurs une stratégie contre-productive. Donc rappelez-vous, moi j'ai dit finalement que vraiment c'est mon ressenti, c'est pas parce qu'on dépense énormément dans la cybersécurité qu'on ne sera pas attaqué. Il faut savoir jauger les choses. Il y a une gestion des risques, il faut que les organisations, en fait, la vraie question, c'est est-ce que les organisations sont capables de prendre des risques? Donc, c'est ça, en fait. C'est la vraie question. Aujourd'hui, ce n'est pas de se dire est-ce que les entreprises sont prêtes à dépenser de l'argent? Est-ce que vous, en tant que professionnel de la cybersécurité, vous avez remonté les risques de la bonne manière et vous avez montré qu'il y avait un processus de gestion des risques spécifiques au système d'information et à la sécurité des systèmes d'information et qui permet finalement de dire en soi, ce n'est pas grave. Du moment où il y a une acceptation des risques, il y a un dispositif palliatif ou des choses comme ça. Voilà. Mais ce qui est important, c'est ça. Je ne sais pas si le message est clair, c'est Ali, mais ce qui est important, c'est ça. C'est vraiment cette notion d'amener le risque
au top management et de leur donner la capacité, mais les former aussi, les sensibiliser, parce que des fois, ils ne sont pas sensibilisés. Donc, la conduite de changement, c'est un facteur très important. Et une fois vous leur donnez la main, c'est bon, ils sont maîtres sur la chose et vous serez même surpris hein, une fois que vous allez mener cette transformation, on va dire, de la conscience en termes de cybersécurité chez le top management, vous serez surpris qu'ils seront toujours derrière vous à vouloir aller plus loin. Tout à fait. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. Enfin, il y a encore, je pense, beaucoup de sensibilisation à effectuer. J'en profite pour répondre à la question de M. Moustapha Boudad qui a demandé au niveau national qui est l'organe chargé d'assurer la sécurité, la sécurité cybernétique. Ben, vous l'avez annoncé, c'est la DGSSI, donc la Direction Générale Sécurité Système d'Information, qui dépend de l'administration de la Défense nationale. Absolument. Autorité sur la matière. Bonjour, avec la forte question, Monsieur Akalzoul, Mohamed Amin. Bonjour, avec la forte proposition des outils de sécurité existants sur le marché, comment pourrons-nous faire le choix de la bonne solution tout en gardant le principe de la simplicité que vous avez précisé tout à l'heure? Ouais. Ces outils de sécurité existants sur le marché, comment pourrons-nous faire le choix? Effectivement, c'est une très bonne question. Comment on fait le choix d'un outil de sécurité? C'est très simple. Hein. Vous partez d'un besoin en général. Même sur un outil de sécurité, il y a quand même des spécifications à adresser, un contexte de l'entreprise, il y a même des aspects budgétaires, etc. Aujourd'hui, moi, ce que je peux vous dire, c'est que finalement, les outils de sécurité aujourd'hui, ils ont atteint un niveau de maturité impressionnant, en termes de détection et en termes même de réaction, d'accord, aux attaques. L'intelligence artificielle permet justement d'avoir une démarche dans un esprit d'automatisation. Et quand on sait que finalement, le time to market, quand on parle de time to market dans l'industrie, dans le digital, etc., on peut aussi parler de time to attack. C'est à partir du moment où il est rentré dans le réseau, combien de temps j'ai mis pour lancer mon attaque. En fait, c'est ça en fait, que l'intelligence artificielle est venue pour réduire en donnant des mécanismes de prise de décision rapide pour stopper l'attaque très nette. Donc, comment choisir un bon outil? C'est d'abord question je ne sais pas, hein, je sais pas comment répondre à cette question-là parce que moi, je vous donnerai mon ressenti. Moi, en tout cas, je prends les aspects effectivement de licence, licensing, est-ce que ça me convient ou pas? Je prends aussi des questions de conformité. Est-ce que j'ai un cadre réglementaire qui me dit que telle ou telle solution, je ne peux pas la prendre, notamment les solutions de type cloud, des choses comme ça. Et derrière, voilà, je cherche à, finalement, ce n'est pas la solution qui est intéressante, c'est comment je l'intègre dans mon système d'information qui est intéressant. C'est quel processus je mets sur l'intégration de cette solution pour avoir un cadre d'architecture cohérent, pour que toutes les parties prenantes soient incluses dans la phase de déploiement de la solution. Et toutes les solutions sont très bien aujourd'hui. Très bien. On va prendre encore quelques questions. Alors, je rappelle à tout le monde. Question de Si Youssef Benadi. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier Younes pour cette excellente présentation de l'organisation. Étant donné que l'humain est au cœur de la cybersécurité, effectivement, comment faire pour avoir à la fois l'adhésion du COMEX, CODIR et d'un autre côté des collaborateurs pour la mise en place d'un SMT au niveau de l'entreprise? Et face à la complexité des organisations, comment créer cette dynamique et faire adhérer l'ensemble des parties prenantes? Excellent. J'ai déjà répondu en partie au travers de d'autres réponses, mais c'est effectivement le principe même
Du coup, j'ai vu que vous avez un cours ISO 27001, des choses comme ça. C'est Alice, c'est exactement ça en fait, hein, qu'il y a dedans. C'est finalement comment embarquer la direction générale pour faire d'un projet SMSI un succès au sein de l'organisation. Grosso modo, je vais reformuler la question d'Ilsius Benet. Finalement, en fait, c'est de faire un vrai business case autour de la sécurité. C'est d'avoir cette approche qui est basée sur les risques, encore une fois. C'est d'avoir cette conduite de changement qui est distillée, en fait, hein, qui est distillée dans la réalisation même du SMSI. C'est pas, je ne fais pas le SMSI juste pour faire un SMSI, sortir un petit peu tous les outputs du SMSI. Et là, il y a certains qui vont comprendre de quoi je parle. Effectivement, c'est toute la lourdeur du SMSI. On n'est pas, mais c'est vraiment se dire aussi que je fais le SMSI pour parler de la cybersécurité, pour faire prendre conscience que les enjeux de la cybersécurité sont importants. Et encore une fois, il faut être aligné avec la stratégie de son entreprise. Si moi, aujourd'hui, je dis n'importe quoi, ma stratégie d'entreprise est orientée vers le digital et que vous me proposez des choses en cybersécurité sur des éléments qui ne sont pas dans cette stratégie-là, bah, je ne vais que très peu vous écouter. Et ça, je peux comprendre n'importe quel COMEX à se dire que finalement, ce que vous me dites, ça ne m'intéresse pas. Cherchez le truc sur lequel l'entreprise est en train d'investir, est en train de mettre au cœur de sa cible, au cœur de sa stratégie, et essayer de s'interfacer avec. Moi, je pense que c'est le meilleur moyen pour, ramener de la valeur à court moyen terme sur des sujets d'actualité. De deux, finalement, s'interfacer sur des démarches un peu plus structurées de cartographie des risques, de méthodologie de gestion des risques avec l'entreprise pour dire que finalement, qu'est-ce qu'on traite pas avec tel ou tel dispositif. Parce que, comme l'a dit le monsieur tout à l'heure, est-ce que les entreprises sont prêtes aussi à investir? Donc, c'est ça qu'il faudra que vous jugiez par rapport à votre entreprise. Et encore une fois, le professionnel de la cybersécurité, il y en a quasiment deux types. Il y a ceux qui veulent réellement augmenter, mais de façon significative, le niveau de sécurité sans prendre en considération un petit peu des paramètres qui sont importants pour l'entreprise. Et finalement, ils vivent de la frustration. Et puis, tu en as des autres qui sont prêts à accepter effectivement qu'on ne puisse pas avoir le meilleur outil. Encore une fois, c'est une question, quel est le meilleur outil? Je vais peut-être avoir un outil moins performant, mais il ne coûte pas très cher et du coup, ça me permet au moins de couvrir un pourcentage de risque. C'est là où on parle de niveau de couverture. Donc, il faut chercher vraiment à contextualiser par rapport à ce qui est important et de parler de la sécurité, cette conduite de changement. Un dernier élément, c'est effectivement comment embarquer les collaborateurs. Il y a deux approches, une douce et une un peu plus directive. La douce, c'est de faire des sessions de sensibilisation, une vraie campagne, un programme, de la communication sur le sujet en continu. Et ça peut aussi s'appuyer avec une autre démarche qui est celle de la communication faite par la direction générale elle-même, en disant c'est un enjeu, c'est ceci, c'est cela, il faut penser à la cybersécurité, il faut faire ceci. Et c'est tout ça qui fait que, regardez, là, ça fait 2-3 minutes, on a quasiment dessiné un petit peu le cadre cybersécurité d'une entreprise virtuelle. C'est exactement ça. Okay. Je vais en prendre quelques Merci questions. pour la question. Alors, on va prendre encore quelques questions. Alors, est-ce que M. Flahy peut partager avec nous un exemple modèle d'architecture sécurité de base appliqué sur plusieurs secteurs? À mon avis, on n'aura pas le temps. Non, on n'aura pas le temps. Mais par contre, je peux vous conseiller deux choses. Vous allez sur votre ami Google, vous tapez NIST Zero Trust Cyber Security Framework. Là, vous avez un framework déjà d'architecture sécurité. Et après, pour ceux qui sont un peu plus dans la réflexion intellectuelle, vous avez TOGAF, qui est The Open Group Architecture Framework. C'est un organisme qui a sorti un framework d'architecture d'entreprise avec des vraies spécificités cyber security dedans.
J'en parle parce que je suis certifié TOGAF et c'est vraiment quelque chose de très très bien, très très solide, très très costaud en termes d'architecture. Voilà. Donc il y a aussi le SABSA, le SABSA, le SABSA, Security Framework. Vous pouvez regarder, mais ça prend aussi des éléments de TOGAF. Donc deux mots-clés, Zero Trust, architecture de NIST et effectivement le TOGAF avec toutes ses spécificités cybersécurité. Donc TOGAF, c'est beaucoup plus que la cybersécurité, mais il y a des spécificités intéressantes en termes d'architecture. Sinon, on pourra aussi en voir dans les différents cours. Sans doute. Dans le programme Massib. Les tactiques défensives de la cybersécurité diffèrent-elles d'une entreprise à une autre? Absolument. Oui, absolument. Absolument. Ce qui est intéressant pour vous n'est pas intéressant pour les autres. Le dispositif et je dirais même l'environnement dans lequel vous évoluez en termes de secteur d'activité, en termes de pays, de géolocalisation, est différent d'un pays d'une organisation à une autre. Donc, vous imaginez bien que les dispositifs de défense vont être aussi contextualisés à votre posture. Très bien. 32 dernières questions à mon avis. Alors, question intéressante de Sekhardil. Comment peut-on penser cybersécurité alors que les grands dossiers sensibles sont confiés des sociétés SI étrangères? Ah oui. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'était le challenge, je ne sais plus combien, 3 ou 4. Effectivement, on est obligé aujourd'hui de travailler sur. On ne peut pas appréhender la digitalisation, par exemple, sans penser cloud. Ce n'est pas possible. D'accord? L'histoire nous l'enseigne. On ne peut pas penser agilité, d'accord? Vouloir de l'agilité en restant sur le même modèle actuel de développement de systèmes d'information de façon large. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de se dire? Que finalement, le cloud, c'est une certitude. C'est une certitude. Et effectivement, la transformation digitale, qui parle de transformation digitale, c'est aussi une question de confiance numérique. Donc, c'est comment allier les deux. C'est-à-dire que je veux gagner de l'agilité avec toute la composante digitale que ça peut m'amener, mais je dois aussi assurer une confiance numérique par rapport au traitement, par rapport à ma due diligence, par rapport à mes collaborateurs ou mes clients ou que sais-je encore. Donc ça, c'est une vraie question, c'est un vrai dilemme. J'ai parlé tout à l'heure de quelques leviers comme étant les leviers contractuels, par exemple, sur lesquels effectivement on peut soulever quelques questions de conformité, de CADA. Après, il y a aussi les audits. Il faut toujours veiller à ce qu'il y ait cette clause d'audit nous permettant justement d'aller regarder un petit peu ce qui se passe et de tracer les éléments en cas de litige, en cas de. Alors, c'est beaucoup plus large que ça, cette question. Bon, là, on est tous fatigués, je suppose, mais elle est beaucoup plus large que ça. En fait, la vraie réponse aurait été de dire que tout dépend de la nature de vos activités et tout dépend de la classification et de la sensibilité des données que vous mettez dans le cloud. C'est de ça réellement dont on parle, en fait, Ali. Parce que si vous avez des exigences de souveraineté, me poser la question sur le cloud comme étant comme si vous y étiez déjà, serait déjà une non-conformité en soi. Après, aujourd'hui, on y voit un petit peu plus clair, et d'ailleurs c'est pour ça que je remercie énormément la DGSSI parce que j'avais participé à énormément d'événements, j'ai énormément échangé avec M. Boutrik, enfin, le colonel major Abdallah Boutrik, qui finalement m'explique les choses de façon très lucide, très claire, en me disant qu'il s'agit de données sensibles seulement, en fait, hein, mais données sensibles par rapport à quoi? Ces données sensibles par rapport à la souveraineté nationale et à la sécurité nationale de la nation. Donc, ce qui peut être sensible pour vous n'est peut-être pas sensible pour la nation. Hein, je parle par exemple pour un opérateur d'énergie, allez, allons-y, d'énergie.
les données des ressources humaines, etc., les données, je ne sais pas moi, ils sont importants pour l'entreprise, d'accord? Parce que c'est important pour eux. Mais est-ce que pour autant, l'atteinte à la sécurité de ces données-là pourrait amener un impact sur la nation marocaine? Est-ce que si j'ai la fiche de données d'un PDG, est-ce que ça pourrait amener quelque chose sur la... C'est pas comme si finalement des données transactionnelles, des données de centrale, des données de production venaient à fuiter. Là, il y a un intérêt pour la nation marocaine. Vous voyez un petit peu la sensibilité, c'est vraiment, il faut différencier deux choses. Données sensibles pour moi en tant qu'organisation, entreprise, et données sensibles parce que finalement, ça dépasse mon cadre qui est mon organisation et ça touche la nation marocaine. Donc, une fois que vous faites la différence entre les deux, bah, vous savez d'ores et déjà ce que vous pouvez manipuler dans le cloud, etc., de façon toujours en respectant votre politique de sécurité hein, et un cadre de gestion des risques. Mais pour les autres données, il faut quand même soit consulter la DGSSI, soit se faire accompagner par des cabinets sur le sujet qui vous aideront à mettre les bons niveaux de classification et les mesures pour réduire ces risques de façon globale. Tout à fait. L'importance aussi, effectivement, de la question du rapport des moyens par rapport aux résultats, notamment dans la cartographie, classification des données et dans cette cartographie des risques, en fait. Quelles sont, effectivement, dans ma classification, quelles sont les données qui sont réellement sensibles et quel impact cela aura si elles étaient amenées à être volées ou impactées par rapport à l'effectif. Alors, deux dernières questions. Une par rapport au master, au MBA. Comment faire il faut nous contacter sur notre plateforme, formulaire d'inscription, directement sur l'École de guerre économique Campus Rabat. Et j'ai eu plusieurs questions sur la formation, les démarches à suivre. Est-ce qu'on peut se former à distance? 100% à distance, non. C'est un exécutif MBA avec un diplôme de l'École de guerre économique, donc qui demande une présence, un enseignement en présentiel, bien sûr, sauf, on espère que non, reprise de la crise sanitaire ou un événement, on devra repasser en distanciel, mais maintenant on a repris plutôt un enseignement en présentiel, sauf quelques séminaires, bien sûr, d'intervenants, notamment à Paris, qui pourront, qu'ils animeront, d'une journée qu'ils animeront à distance, mais on va dire que la majorité des cours se passent en présentiel. Et une dernière question pour Younes concernant, si je devais résumer, vu l'augmentation des menaces et le nombre de personnes embauchées, en gros, les entreprises aujourd'hui, état des lieux, est-ce qu'elles préfèrent internaliser leur cybersécurité ou plutôt l'externaliser, l'outsourcer par rapport à des prestataires externes? La question, c'est, ce n'est pas un avis, c'est plutôt un état des lieux de ce que font les entreprises aujourd'hui. Est-ce que c'est plutôt externalisation ou internalisation? En fait, tout dépend de quel... alors, il y a un écho. C'est bon. En fait, tout dépend de quel sujet dans la cybersécurité. Il y en a que vous pouvez effectivement externaliser aisément. Et ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas si la question elle est plutôt sur le Maroc ou est-ce qu'elle est sur d'autres pays. C'est M. Abrou. Alors, je pense que c'est plutôt Maroc. Voilà, si c'est sur le Maroc, justement avec la loi 05-20 qui amène des capacités obligatoires de détection, corrélation d'événements, donc ce qui sonne pour nous professionnels de la cybersécurité en tant que SOC, donc des Security Operations Center, et Dieu sait qu'ils sont vraiment très complexes à construire en intra-entreprise. Et du coup, en fait, on commence à voir aujourd'hui énormément d'offres en cyber SOC, donc c'est du SOC mais en MSSP.
donc Managed Security Services Provider. Donc, c'est vraiment de l'infogérance du SOC. On commence à avoir ce genre de service et les entreprises s'y intéressent nativement, puisque construire un SOC en interne, c'est vraiment un gros sujet de cybersécurité, surtout s'il est fait avec les bonnes mesures, les bonnes démarches, les bonnes procédures. Et finalement, avoir une offre qui à la fois permet d'être en conformité avec la réglementation et au Maroc, c'est quand même très très bien enfin, pour moi, je ne pourrais. Après, il pourrait y avoir quelques cas d'usage pour dire que finalement, j'internalise le SOC, mais franchement, c'est typiquement le genre de sujet sur lesquels il faut penser à une externalisation. Maintenant, sur d'autres prestations comme de l'intégration de la sécurité dans les projets, etc., il y a aussi des entreprises qui peuvent vous proposer un accompagnement dans la durée pour dire que finalement, ils vont s'interfacer à des intervalles réguliers pour faire de la revue de dossiers d'architecture, pour faire des analyses de risque à la volée, pour produire des analyses de risque sur des sujets un petit peu plus critiques. Donc, c'est vous, votre capacité à gérer de l'activité cyber dans votre organisation et aussi par rapport à l'offre du pays auquel vous vous trouvez. Moi, je considère qu'aujourd'hui au Maroc, on commence à atteindre cette maturité, franchement, de dire je vais externaliser ma cybersécurité, pas sur tous les sujets, sur ce sujet par exemple de SOC, qui a pris le lead là, depuis un an et demi. Je vois énormément de sociétés qui s'y intéressent, qui sont soit en train de construire leur SOC, soit le SOC il est déjà prêt, opérationnel. On me sollicite tous les jours pour venir visiter, pour faire ceci, pour faire cela. Donc, c'est très bien. C'est très bien d'avoir une offre en infogérance parce que franchement, il y a des sujets dans la cybersécurité. En tout cas, là, je parle avec ma casquette. J'étais RSSI 3 fois, hein, donc dans trois organisations différentes. Ce genre de sujet, d'abord, il y a des professionnels qui savent le maîtriser mieux que nous, hein, parce que c'est tout un sujet, hein, le SOC. Et de deux, l'intégrer dans un système d'information, c'est rendre encore une fois le système d'information complexe. C'est revenir à cette complexité. Et finalement, le meilleur moyen, c'est peut-être de l'externaliser. Et je suis même prêt à parier que coût d'intégration en entreprise, en interne, coût externalisation, que ça soit plus avantagé en externalisation. Même si ça va être de l'OPEX, hein, ça va être vraiment du récurrent et ce n'est pas du CAPEX sur lequel on peut avoir un peu plus de latitude avec le COMEX, mais en tout cas, c'est comme ça. Très bien. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Je remercie Sionas vraiment pour votre éclairage, qui est vraiment très, 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 très enrichissant. Merci beaucoup. Pour revoir potentiellement l'exposé, comme je l'ai dit, encore le lien du live sur la page Facebook de l'École de guerre économique Campus Rabat, que ce soit sur Facebook ou LinkedIn. Voilà, si vous avez des questions concernant le master, n'hésitez pas à contacter les équipes de l'OGE, Campus Rabat. Et puis, voilà. Et puis, je vous remercie à nouveau pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci, Sionas. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.